LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Il est 8h17 sur ta radio. Non, il est plus tôt. Elle a 10 minutes d'avance, ma radio. Et tu pars toujours à cette heure-là ? Ah oui, il faut que je sois à 8h30. Mais tu sais, nous, on est en temps continu. Donc, mon collègue, il attend que j'arrive pour partir. Il peut pas partir. Donc, c'est pas gentil d'être en retard. Quand t'as fait déjà 15 heures de garde, t'as envie que la relève soit à l'heure. Et c'est à lui que t'apportes le petit croissant. Voilà. Vous êtes combien à bosser là, à ces urgences-là ? Alors, en théorie, nous devrions être 27 à 28 équivalents temps plein. Nous ne sommes plus que 14. Donc, il manque 14 médecins aux urgences. Donc, j'ai quelques collègues et sinon, ce ne sont que des intérimaires. Donc, on fait déjà, nous tous, des heures sup. Et en plus, par exemple, pour demain soir, je n'ai personne pour la garde. Les boîtes d'intérim médical, elles ont proliféré comme c'est pas permis, à la fois pour essayer de recruter des médecins. Et là, elles envoient des centaines d'annonces par jour de présence à pourvoir aux urgences, au SMUR, dans toute la France. Mais quand tu évoques là le fait qu'il y ait moins 14 médecins aux urgences, ça tu l'expliques par quoi ? Il y a plein de choses différentes. Il y a que l'hôpital n'est plus attractif. Les nouvelles générations sont beaucoup plus mobiles que les anciennes, veulent faire des choses différentes. L'intérim fait qu'ils peuvent partir un peu dans les dom-toms, un petit peu en province. Ça leur permet de tester certains services avant d'y prendre un poste, ou de ne pas prendre de poste, mais de varier les pratiques. Et en termes de postes aux urgences, s'ils y vont, de toute façon, ils ne prendront jamais plus qu'un mi-temps, parce qu'ils veulent faire autre chose et que les urgences, c'est trop fatigant et que plus personne ne veut un poste à plein temps aux urgences. Et toi, tu restes ? Et moi, je reste, oui, je ne sais pas encore pour combien de temps, mais je reste. Mais j'ai des grosses envies d'en partir. Ça fait longtemps que je le dis, mais là, je pense que je vais m'en occuper sérieusement, parce que c'est plus possible. Ça fait 28 ans que je suis urgentiste, que je vois la situation de l'hôpital se dégrader, que je ne m'y retrouve absolument plus en termes d'humanité et de prise en charge des patients. Ça ne va pas avec ce pourquoi j'ai fait médecine. Je suis épuisée de pallier tous les dysfonctionnements du système. C'est une grosse machine qui fait qu'on ne peut pas lutter. La fabrique des médecins, auscultation d'une pratique d'hier à aujourd'hui, Juliette Boutillier, Marie-Laure Ciboulet. C'est un distributeur de blouses. Joie, émotion fugace, quasi enfantine, de pouvoir enfiler à nouveau une blouse, celle qui chute de la machine dont j'ignorais l'existence. Souvenir du blues aussi qui m'imprégnait le soir quand j'entrais dans la chambre de garde. En suivant Frédéric, je repense à l'article du Parisien de novembre 2019. Non, les internes ne sont pas anti-banlieue. C'est récent comme système. Oh là là. Et si tu ne rends pas ta blouse, tu n'en as plus. J'ai jamais vu ça, un distributeur de blouses. Merci. J'aimerais questionner l'enseignement pratique des différents terrains de stage. CHI, Centre hospitalier intercommunal, CHU, Centre hospitalier universitaire, et en milieu libéral, et montrer en quoi la crise de l'hôpital a des répercussions ou non sur l'enseignement. Ouais, c'est vrai, tu es arrivée. Je suis pas passée par en bas, je pensais que tu serais dans la chambre. T'es pas passée par la chambre? Ouais, je vois que ton lit est pas fait. Bon, ça a été... Tu montes là ou t'as des trucs aigus? D'accord, ok. Bon, elle n'est pas passée par la chambre de sa garde. Apprendre de soi et de ses pairs sur le terrain.
Oui, José, chez moi, c'est Kader. Écoute, on a un problème. CHI, région parisienne, Frédéric Voisin-Doutaz, urgentiste. J'ai été heureuse dans ma formation, j'étais surtout heureuse quand j'étais en stage. Moi, les stages, notamment avec un professeur, on pouvait rester jusqu'à minuit, suivre sa consulte, parce que lui, il consultait jusqu'à minuit, aussi comme un fou peut-être. Ce qui me nourrissait, c'était le terrain, c'était pas la fac. Après, la fac, sans base, sans sémiologie, on peut pas être un bon praticien, mais c'est vrai que les stages, c'était la quête du bon stage où on allait apprendre, alors que maintenant, la quête du stage, c'est la quête du stage où on peut se planquer et pas venir trop souvent et rester devant Internet ou les manuels. Enfin, moi, je vis ça avec les externes dont je m'occupe. S'ils peuvent ne pas venir en stage, ils viennent pas. Ils essayent d'échapper au stage parce que ça leur fait prendre du temps, du trajet, et ils ne pensent qu'à bachoter. Et ils ont du mal à comprendre que même si on apprend comment examiner un ventre dans un bouquin, si on ne met pas la main sur un ventre, on n'a pas les sensations de ce que c'est un ventre chirurgical ou pas chirurgical. Donc l'apprentissage au lit du malade, il est essentiel. Il est propre aux études de médecine en France. Et ils l'ont mis de plus en plus tôt, ce qui fait aussi découvrir aux étudiants s'ils sont en capacité d'être avec un malade qui n'est pas forcément glamour, un malade qui n'est pas forcément aimable, un malade qui peut être agressif, un malade qui peut être agité, le contact à la peau, le contact aux odeurs, le contact au visuel. Tout le monde n'est pas capable d'assumer ça et c'est des choses qu'on ne sait pas tant qu'on n'a pas été exposé. Et ça permet aussi de choisir sa discipline. Il y a des disciplines où on est beaucoup moins au contact des malades que d'autres. Donc ça permet aussi de se dire je ne suis pas en capacité de faire telle ou telle spécialité après. Vous avez mal ici ? Non, ça va. Ici ? Ça va. Un peu. Juste là ? Un peu. En fait, c'est une douleur aiguë. Aiguë, mais pas que je provoque. Cette fuite des stages, je pense que c'est parce qu'on demande aussi un gros volume dans les certificats qu'on fait faire aux externes et que du coup, ils essayent de gagner du temps sur le temps de stage. Il y a le fait que maintenant, il y ait de plus en plus des séances de simulation ou des ateliers de simulation sur mannequin, donc ça change aussi un petit peu la donne. Puis ce qui change aussi, c'est que la médecine, c'est du compagnonnage dès le départ et que là, actuellement, avec la pénurie de médecins hospitalières, il y a une dérive de tâches qui n'est pas possible. Donc les externes font le boulot des internes, les internes font le boulot des chefs et les chefs font le boulot de plusieurs chefs parce qu'ils sont tout seuls. Donc ce compagnonnage, on n'a plus le temps. Non, ça va. Allongé. Ah. Là, ça fait mal. Oui. Et c'est là que ça fait mal. Oui. C'est plus ménisque, c'est pas entorse. Toi, t'as pas tout le ligament, t'as ton genou qui baille pas. Ça vous fait pas mal. Ça va, c'est... Tu vois, là, en fait, quand tu fais ça, tu fais bailler le genou et tu l'écartes. Donc le ménisque, il se décomprime. Donc il te dit que ça le soulage. Tu vois ? Alors que quand je fais comme ça, normalement, ça fait mal. Parce que je l'écrase, son ménisque. D'accord, tu vois ? Un bon stage pour moi, c'est un stage où on est suffisamment bien encadré et accompagné. Ibi Lola, Pour comprendre notre rôle en fait et le rôle qu'on a à jouer auprès du patient. interne en médecine Ce générale. qui n'est pas toujours facile à cerner, surtout quand on débute l'externat, donc à la 3e année. Et voilà, ce rôle de qu'est-ce qu'on peut faire pour le patient, en quoi on peut l'aider et quelle est notre place à l'hôpital, c'est quelque chose qui est assez difficile à cerner au début. Et les meilleurs stages, c'est ceux où on apprend le plus en termes théoriques et pratiques, mais aussi où on comprend ce qu'on fait là et on est heureux de venir. Petite question pas de côté, est-ce que vous avez séché beaucoup de vos stages ? Alors très honnêtement, ça m'est arrivé beaucoup dans mes premières années parce que je comprenais pas ce que je faisais là. Je comprenais pas ce que je venais chercher moi-même et je comprenais pas ce que j'avais apporté à la patientèle. Donc, si je voyais que je pouvais ne pas venir et que ça changeait pas grand-chose, ni pour le service, ni pour moi, je venais pas. Et justement, après mon 2e ou 3e stage à l'hôpital, en gériatrie à la Pitié, on m'avait un peu recadré en me disant, voilà, quelques fois où tu as été absente, pourquoi est-ce que c'était ? Et j'expliquais que, je n'apportais pas quelque chose aux patients. Et là, ce qu'on m'avait dit dans ce service, c'était que on peut toujours apporter quelque chose au patient, ne serait-ce qu'une présence, ne serait-ce qu'une oreille attentive. Il y a toujours un truc qu'on peut faire, en fait. CHU Timon de Marseille, service d'oncologie digestive, professeur Laetitia Dahan. Bonjour monsieur. Comment ça va ? Ça va mieux ? Oui, ça va mieux. Bon. Alors expliquez-moi un petit peu, vous avez vomi du sang, on m'a dit. Oui, j'ai vomi du sang. Et du coup, j'ai prévenu
L'hôpital, c'est quelque chose d'assez hiérarchisé quand même. Il y a le professeur, il y a les praticiens hospitaliers qui sont des hospitaliers temps plein, qui ne sont pas universitaires, mais qui font de l'enseignement au lit du malade au même titre que nous, qui ne font pas de cours à la fac, mais qui font l'enseignement au lit du patient. Il y a les chefs de clinique, qui sont des jeunes médecins qui viennent de terminer leur internat. Il y a les internes. Et donc, c'est un petit peu en escalier. C'est-à-dire que les internes apprennent aux externes, les chefs de clinique apprennent aux internes, les PH apprennent aux chefs de clinique, les chefs de service apprennent un peu à tout le monde, on va dire. Donc nous, on essaie de faire des séances plus théoriques, avec des cours très théoriques sur les pathologies qu'on voit dans le service. En général, on fait ça autour d'un cas clinique. On présente le dossier d'un patient qu'ils ont vu dans le service, et ensuite on détaille un petit peu la prise en charge de la pathologie. Donc ça, c'est des choses qui sont très théoriques. Après, on fait des staffs, tous les étudiants et tous les internes, et où on présente tous les dossiers de tous les malades du service. Donc nous, ce staff, c'est une forme de contrôle que le travail est bien fait. Et en même temps, c'est un moment où on prend du temps, ça dure 4 à 5 heures, où on montre aux étudiants le scanner, on leur demande, alors montre-moi si tu vois ça, est-ce que tu peux me montrer sur le scanner, etc. On les implique un petit peu, c'est eux qui présentent les dossiers. Ensuite, il y a la visite, où on examine les patients devant les étudiants, et où quand il y a quelque chose à examiner, on fait examiner les étudiants. Voilà, si les patients sont d'accord, en général ils sont d'accord. Bon, évidemment, j'ai des étudiants qui sont d'un niveau qui peut être différent. J'en ai qui sont très 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 forts, qui ont vraiment effectivement un sens clinique, on le sent aiguisé. Et puis j'en ai qui arrivent en 6e année et qui sont nuls, quoi. Je veux dire, il faut le dire. Et je me rends compte quand même que ceux qui sont nuls, c'est ceux qui ne sont jamais allés en stage. Et ça, c'est certain. Moi, c'est ce que je leur dis. Quand vous êtes à l'hôpital, il faut, entre guillemets, manger du malade, quoi. Dès qu'il y a un truc, il faut aller le voir. Dès qu'il y a un geste, il faut aller le faire. Il faut aller regarder comment on le fait, essayer de le faire soi-même. Il faut vous poser devant les dossiers, regarder les scanners, regarder les prises de sang, essayer de vous poser des questions et examiner les malades. Parce que, je veux dire, le sens clinique, ça ne s'invente pas. Là, au bout d'1 an d'internat en médecine générale, donc 6 mois en ambulatoire et 6 mois aux urgences, effectivement, j'ai mon sens clinique qui se développe. C'est assez étrange à dire, et on me le disait à un moment qu'il y avait ce flair-là du médecin. Et je trouvais ça un peu mystique. Je disais, bon, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de feeling avec le patient, quelque chose qu'on ressent lui ou elle, je la sens pas, je le sens pas. Ou au contraire, on est plutôt rassuré, ou on commence à sentir... sans forcément faire ce qu'on appelle tunneliser, c'est-à-dire avoir une idée très rapide de pourquoi elle passe. Sans forcément, quoi. Tunneliser, c'est une expression qu'on utilise souvent en médecine, et qu'on fait souvent dans les premières années. C'est en fait, en fonction de ce que présente le patient, tout de suite avoir un diagnostic, parce que c'est la pathologie qu'on connaît le mieux, et donc on s'agrippe en fait à la première chose, en mode il a sûrement ça, ou elle a sûrement ça. Et en fait, c'est quelque chose qu'on apprend à faire de moins en moins, mais en même temps à se dire, ok, ça peut être ça, 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 ça et ça, mais j'ai plutôt un feeling pour ça. Mais c'est des choses qui viennent effectivement avec l'expérience en stage, et le fait de voir plus de patients et d'accumuler l'expérience clinique. La France est un pays qui, en Europe, est particulièrement connu pour la mise des étudiants au lit des patients tôt. Professeur Rusniewski, doyen de l'UFR de médecine. Il faut savoir que dès qu'ils ont passé cette fameuse sélection de première année, pendant l'été qui précède la 2e année de médecine, ils sont déjà en stage infirmier dans les différents services hospitaliers. C'est une obligation, tous les étudiants. Ensuite, dès la 2e année de médecine, ils commencent à l'hôpital par demi-journée des stages de sémiologie qui s'intensifient en 3e année, et dans certaines UFR de médecine, ce qu'on appelle d'ailleurs toujours un peu par habitude l'externat, commence même déjà en fin de 3e année. Et en 4e, 5e et 6e année, ils ont 36 mois de stage hospitalier pendant lesquels ils sont confrontés aux patients. Donc ça, je pense vraiment qu'on peut dire que en France, les étudiants sont beaucoup en stage. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles des étudiants allemands, par exemple, ou italiens, viennent très souvent nous rendre visite, parce que c'est pas comme ça dans leur pays et qu'ils sont trop éloignés du malade. Et le sang, c'était du sang rouge avec des gros caillots? Du sang rouge, pas avec caillots, c'était liquide. D'accord. Ou c'était du sang un peu rosé mélangé avec de la bave? C'était mélangé. Donc ça fait plutôt Mallory Weiss. C'est-à-dire que c'est des gens qui vomissent plusieurs fois. Ça élimine l'œsophage. Ça élimine l'œsophage, et il y a un certain nombre de vomissements. Au bout d'un certain temps, il y a du sang dans le vomissement. C'est quand même
assez évocateur de l'inflammation de l'œsophage. Donc cette inflammation, elle est due au fait que vous vomissez beaucoup. Exactement. Voilà. Donc il a un traitement antiémétique après les cures ? Ouais, le traitement symptomatique classique. Moi, quand j'ai débuté mon internat, j'étais nulle. Enfin, je veux dire, bon, j'avais été beaucoup en stage. Je m'étais beaucoup impliquée à l'hôpital. J'étais pas d'ailleurs très forte au QCM, puisque j'étais pas très bien classée. Mais j'étais beaucoup impliquée à l'hôpital, mais je n'avais pas une confiance dans mon sens clinique qui était exceptionnelle. Bon, je sais que pendant mon internat, j'ai vraiment... et je le vois, c'est l'expérience qui fait qu'on devient bon. Il y a plein de choses dont on ne se rappellera que parce qu'on l'a vécu une fois. Par exemple, une insuffisance surrénalienne aiguë, c'est quelque chose de très bâtard. Bon, à part si le patient arrive comme par hasard en endocrino, mais je veux dire, en réalité, il va arriver pour tout un tas de symptômes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, une tension très très faible, de la fièvre, une fatigue. Si on ne l'a pas vu une fois, on n'y pense pas forcément. À faire le dosage, tout simplement, à faire la prise de sang qui va confirmer le diagnostic et qui va sauver le patient. Donc c'est des choses, je trouve, qu'on voit dans les livres. On apprend à une liste de signes cliniques, mais les mettre ensemble sur un même patient, si on l'a jamais vu, si on l'a jamais fait, c'est très difficile. Oui, quand même. Ça passe. Oui, ça passe, oui. Vous avez faim, vous avez de l'appétit. Oui, tout à fait. D'accord. Ok. Il faut essayer de manger quand même. On va augmenter le traitement pour les nausées, mais il faut pas que ce soit un frein à l'alimentation, parce que sinon vous maigrissez. Là, je vois que vous n'êtes pas très gros. Oui. C'est un peu embêtant. Oui. D'accord. Vous avez des questions ? Non, pas du tout. Il est plus à jeun, là. Il y en a des gestes à faire quand même. Il y a pas mal de gestes à faire. Ah oui, ouais. Surtout en fait, là, on est quoi ? On n'est pas en réel, on est en... Non. CHI en région parisienne. Salle de déchocage. Salle de déchocage. Ouais, salle de déchocage actuellement. Vous apprenez parfois les gestes aux externes, aux Oui. Tout ce qui est gaz du sang. Parce qu'ils doivent beaucoup apprendre de vous aussi. Quand même. Ouais, beaucoup. La transmission, elle se tout fait. Tout ce qui est ECG, des fois ils nous demandent est-ce que tu peux me montrer comment tu piques comment tu fais des examens de cœur. Par votre cardiologue en ville, hein. Oui. Moi j'ai fait médecine jusqu'en 4e année, mais tous les gestes, j'adorais ça, on les avait. Ouais, on les prenait aux urgences la plupart du temps. Ouais. Mais maintenant il y a moins de temps, non ? C'est ça. Souvenir de mes urgences. Souvenir de la fulgurance de la gifle d'un père à sa fille, en plein délire diabétique pour lui rendre la raison. Souvenir d'un homme tronçonné, traversant seul la salle d'attente des urgences sous les yeux ébahis des autres patients. Souvenir du couple de jeunes amants encastrés sexuellement l'un dans l'autre sur le brancard des pompiers. Se rappeler qu'ils avaient une vingtaine d'années, le même âge à peu près que le mien, et de l'intensité gênée de l'échange de nos regards. Et puis souvenir de cet homme au sol qui me remercie de l'achever, alors que je m'apprête à lui faire un geste d'urgence. Souvenir du massage cardiaque de l'interne à main nue, thorax ouvert pour tenter de ressusciter une jeune fille dont je verrai la peau blêmir jusqu'à ce qu'elle meure. Je trouve qu'on les envoie trop tôt aux urgences, en fait. Pour moi, en première, deuxième année, ils n'ont pas leur place. Un infirmier souhaitant rester anonyme. Ils n'ont pas leur place aux urgences. Ils sont trop perdus et on n'a pas le temps de les accompagner. Alors oui, la décision finale de sortie, d'ordonnance et ce genre de choses est vue avec le chef. Mais en vrai, pendant 7-8 heures, il se bagarre tout seul à essayer de trouver ce qu'il a. Et au dernier moment, on lui dit oui, t'as bien fait, ou non, c'est mal fait, il faut recommencer à zéro, et on se perd de temps, perte de chance pour le patient, un cauchemar pour tout le monde en fait. Et ça, sur 15 ou 20 patients dans la journée, c'est juste pas possible. Ils arrivent dans un service des urgences ou dans n'importe quel service où l'activité elle est au plus haut, où il y a énormément de boulot, où il y a énormément de travail, où tout le monde est occupé, tout le monde court à droite à gauche. Les gens ne sont pas forcément très gentils, il faut se le dire. Un autre infirmier souhaitant rester anonyme. Dans l'équipe médicale ou paramédicale, les gens ne sont pas forcément très accueillants, les gens ne vont pas forcément aller venir vers vous. Donc ils arrivent un peu dans une position, pas d'outsider, mais un peu très difficile, où ils doivent se présenter à tout le monde, ils doivent aller chercher l'information des fois. Donc c'est très très compliqué. C'est un milieu de loups en fait. C'est un agneau dans un milieu de loups. Moi clairement j'ai déjà vu des internes au bord du suicide, clairement, faut le dire, j'en ai vu, je les ai en tête. Des internes qui pleurent après leur garde, des internes qui viennent
la boule au ventre, interne ou externe d'ailleurs. Même étudiant infirmier, c'est déjà arrivé. Enfin, le statut d'étudiant en soi, d'étudiant ou de stagiaire à l'hôpital, il est vraiment très très compliqué. Ah oui, la boule au ventre, triste. J'ai quand même eu la chance de tomber sur des profs que j'ai adorés et des stages que j'ai adorés, et heureusement, parce que c'est vrai que de nombreuses fois, on se retrouve à se dire j'arrête. En fait, c'est trop violent, je suis trop déçue, je suis trop fatiguée. Pauline, jeune médecin généraliste. Et puis on tombe sur des médecins super, qui ont vraiment la flamme, qui ont vraiment envie de soigner tout le monde, qui ont vraiment envie de partager leur savoir, leur expérience, qui ont vraiment envie de nous montrer comment on fait, qui sont pas là pour nous engueuler. Et puis d'un coup, on se sent bien, on se dit mais c'est génial, moi aussi j'ai envie d'être comme ça, j'ai envie d'être comme ce médecin, j'ai envie de travailler à cet endroit. Et voilà, on se dit qu'il y a moyen de trouver dans l'exercice des façons de faire qui nous conviennent. Mais voilà, il a fallu traverser des océans houleux ou hostiles pour découvrir ces endroits. C'est-à-dire que je m'attendais à ce qu'on m'apprenne à faire médecin, et donc qu'on m'apprenne les gestes que j'avais besoin d'apprendre. Je pense qu'ils sont quand même beaucoup plus appris, par exemple, pour les infirmiers. Chez nous, je crois que la seule chose qu'on nous avait vraiment appris, c'était faire les sutures. Et pour le reste, c'était de nous envoyer en stage et ensuite de nous dire maintenant, tu vas faire la ponction lombaire. Donc, d'accord, en fait, j'ai jamais fait de ponction lombaire. Tu vas voir, c'est facile. Voilà le matériel, vas-y. Et surtout, la petite phrase avant de rentrer dans la chambre du patient, systématiquement, c'était tu lui dis pas que tu l'as jamais fait. Alors qu'on pourrait et qu'on devrait évidemment demander l'autorisation. Est-ce que vous acceptez qu'un étudiant... J'espère que ce genre de choses a changé. Normalement, c'est censé se passer davantage comme ça maintenant. Mais moi, quand j'ai été formée, c'était il n'y a pas longtemps, on nous envoyait directement faire ces gestes sans formation et en disant toujours qu'il fallait pas dire qu'on ne l'avait jamais fait. Et ensuite, si on le fait mal, on va se faire engueuler. Au niveau pédagogique, c'est assez nul. Les étudiants, quand ils viennent faire les dossiers et examiner les patients, ils se présentent. Ils disent je suis étudiant. Professeur Laetitia Dahan. 1 fois, 2 fois par an, on a un patient un peu acariade qui dit moi je refuse que l'étudiant m'examine. Bon, moi j'ai tendance à leur dire écoutez, si vous ne voulez pas être examiné par un étudiant, il ne faut pas aller dans un CHU. Il faut aller dans une structure où il n'y a pas d'enseignement, parce qu'on a une triple mission de soins, d'enseignement et de recherche. Donc l'enseignement, c'est 1/3 de notre temps. On est là pour enseigner et pour enseigner aux futurs médecins. Donc quand on leur explique, quand même, les gens ils comprennent. Bon, les internes, c'est des étudiants entre guillemets. Je ne vais pas demander à chaque patient s'il veut bien voir l'interne. Les externes, quand j'examine un patient et qu'il y a quelque chose à examiner, je demande au patient est-ce que vous êtes d'accord pour que l'étudiante vous palpe le foie. Enfin, c'est quand même assez rare que le patient dise non. Je réactualise mes informations. L'interne est un praticien en formation spécialisée, c'est-à-dire un médecin, mais en formation. Donc il exercera des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève. Je poursuis. Montant brut annuel de la rémunération d'un interne de médecine en première année, 23 695 €, prime de suggestion particulière inclus. Quand on arrive vraiment interne, ce sont des connaissances qui sont difficiles à mettre en pratique. On va se retrouver avec un enfant qui arrive, qui a mal à la cheville. Donc si on recherche dans nos cours le protocole à appliquer, ça va être des imageries, des choses comme ça. Ensuite, on va voir le médecin des urgences ce jour-là qui va dire non, moi je fais jamais comme ça. Et ça fait 20 ans que je travaille ici, donc moi je sais. Donc très bien, on va apprendre une nouvelle façon de faire. Puis ensuite, on va aller dans un autre stage avec de nouveau un enfant qui va se présenter avec la même douleur et un autre médecin qui va nous dire moi je fais toujours comme ça fait 20 ans que je travaille ici, c'est comme ça qu'il faut faire. Et où finalement, toute cette formation où on aura essayé de nous faire croire que c'était des espèces d'accumulation de protocoles,
sans vraiment s'intéresser aux différences individuelles, on se retrouve ensuite confronté à un apprentissage médical qui parfois relève un peu de la cuisine personnelle. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va garder nous pour notre pratique? Est-ce que je vais garder la méthode de docteur machin chouette ou de machin chose, qui apparemment sont tous les deux des médecins respectés, expérimentés, mais qui appliquent des méthodes différentes? Qu'est-ce que je vais choisir de faire? Oui, ça nous aide pas vraiment à la pratique. Là, nos pauvres internes, avec certains permanents, certains médecins intérimaires, ils font un peu la girouette des pratiques, des protocoles et des prises en charge. Et je pense que c'est très déstabilisant et c'est très angoissant pour eux. Souvent au staff, il nous dit vous faites comme ça, mais le médecin que j'ai eu cette nuit, il voulait pas en tenir compte, alors que vous nous avez dit qu'il fallait faire comme ça, mais lui, il fait pas comme ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on doit retenir, qu'est-ce qu'on doit faire, voilà. Parce que chacun fait un peu comme il veut, puisqu'on n'est plus une équipe. Donc je pense que pour les étudiants, l'état actuel de l'hôpital doit être très anxiogène. Bonjour, j'ai une proposition d'un intérimaire de 72 ans pour la semaine prochaine, donc je ne sais pas trop quoi faire. On peut pas être que à deux avec à cause des deux secteurs. À minuit, il y a des fois, il nous reste 7-10 enfants à voir en infantile. Et on est en adulte avec 10 dossiers d'adultes qui attendent aussi. Et si c'est pas seniorisé des deux côtés jusqu'à minuit, on s'en sort pas, c'est pas possible. Et je peux pas laisser l'interne en infantile. Et si je le laisse en adulte avec les AVP qui arrivent ou les plaies, il peut pas. Si encore c'était des vieux internes, mais là c'est des externes en gros. Pour moi c'est des super externes parce qu'ils sont en D4, mais ils savent pas suturer tout seuls, ils savent pas plâtrer, ils savent rien faire. Donc on va se retrouver avec 25 malades en attente à 4h du matin, quoi. C'est ça le problème. Une autre chose qui m'avait choquée, c'était que on envoie des internes totalement débutants examiner des personnes. Les internes débutants ne sont pas trop censés aller voir leurs référents pour leur poser des questions, donc sont poussés à se débrouiller tout seuls. Et donc ces deux choses en même temps font que, ils vont un petit peu faire jouer à l'apprenti sorcier, parce qu'ils veulent pas se faire engueuler par les chefs, mais c'est dangereux en fait, c'est grave. Et il n'y a pas de raison que ça se passe de cette façon. C'est une autre chose qui me choque, je pense, qui devrait être faite différemment, mais qui fait partie de « à mon époque, c'était comme ça, on nous envoyait directement, c'est comme ça qu'on apprend, démerde-toi et tais-toi, tout se passera bien ». Ah oui, et alors là, la chose qu'on m'avait dit quand j'ai parlé de ça, qui m'avait choquée encore plus, c'était « ne t'inquiète pas, si elle meurt, tu seras pas responsable ». Donc là, c'est vraiment d'une violence, c'est-à-dire comme si le fait de provoquer la mort de quelqu'un par ces circonstances-là n'avait pas d'importance tant que ma responsabilité n'était pas engagée. Un médecin senior encadre l'interne. Il est responsable des actes commis par celui-ci. Cependant, si le senior exerce sous le statut du praticien hospitalier ou salarié, il bénéficiera d'une immunité judiciaire et c'est l'établissement de soins qui sera responsable. Les stages en termes d'apprentissage, d'encadrement, de ce qu'on a de seniorisation, comme on peut le dire, c'est très très variable. Et généralement, ça dépend de l'implication du chef ou de la chef de service. Ça dépend de la volonté des chefs, des médecins seniorisés de transmettre des connaissances. Et ce qui est assez intéressant à voir, c'est que souvent, les stages qui sont réputés comme étant très formateurs, avec un bon encadrement, restent souvent les mêmes. Et en fait, cette appétence pour le compagnonnage et pour l'enseignement, elle se transmet quand on a été bien formé dans un stage et qu'on devient chef dans ce stage. On a envie à son tour d'enseigner correctement comme on l'a eu. Et j'ai été plus souvent agréablement surprise que mal. Et souvent, et c'est important de le dire, quand l'encadrement n'est pas toujours très bon, c'est aussi que le service ne le permet pas, que les chefs n'ont pas forcément le temps de le faire. Et c'est pas seulement que les chefs n'ont pas envie d'être de bons enseignants, qui n'ont pas le temps pour nous, qui n'ont pas envie, c'est que ils ou elles sont sous l'eau, quoi. Allô. Ouais, François. Il n'y a pas une seule façon d'encadrer, c'est-à-dire que
Là, cette nuit, moi, j'avais 2 louloutes qui étaient extrêmement consciencieuses. On voit bien que leur peur, Anna, senior, c'est de passer à côté d'un truc. Donc, elles vont venir hyper facilement au moindre doute. Elles vont même me demander, alors que j'ai confiance en elles, enfin, surtout une que je connaissais très bien, dont je sais qu'elle examine extrêmement bien, etc. Donc, je veux dire, ils sont plus externes. Donc, je ne vais pas repasser cliniquement derrière chaque... Malgré tout, est-ce que tu peux venir me voir? Est-ce que tu peux... Elles ont besoin de réassurance. Il y a des moments où ça saoule, à 4h du matin, ça saoule un peu, mais au moins, elles, je sais qu'à aucun moment, ni elles vont me mentir, c'est-à-dire que si je leur dis, mais est-ce que tu as demandé ça? Et qu'elles ne vont pas demander, elles vont me dire, ah non, j'ai pas demandé. Voilà. Donc ce genre d'interne, les dossiers prennent plus de temps, des fois ça peut être un peu agaçant pour le senior, mais c'est cadré. Il ne va pas y avoir de bug. À l'inverse, il y a des internes qui sont plus sûrs d'eux, qui naturellement ont tendance à sous-estimer parce que globalement, pas comme en médecine, dans la vie, ils sous-estiment, ils vont faire des sauts en parachute sans se poser de questions, alors que moi je suis incapable de sauter en parachute. On est tous différents. Et donc ceux-là, il faut les repérer tôt, parce que ceux-là, ils ne vont pas venir. Et donc, il faut dire, excuse-moi, mais le patient là, tu m'en as pas encore parlé, ça fait quand même 3 heures que tu l'as vu, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as demandé? Ah bah, j'ai demandé au chir de passer, mais tu as fait un bilan? Ah bah non, j'attends le chir. Bah non, en fait, tu fais ton bilan, tu machin. Et c'est moins fatigant parce qu'on peut laisser couler. Sauf que, en fait, c'est ceux-là qu'il faut rattraper. Puisque les autres, il ne se passera rien. Avec ceux-là, il se passera des choses. J'apprends qu'en 2019, la loi HPST, dite plus simplement loi Bachelot, a libéralisé l'offre de stages de formation en attribuant les missions de service public, dont l'enseignement universitaire, à toutes les catégories d'établissements, public, privé et privé non lucratif. Tu tiens bien la main à plat, tu vois. Donc là, on va dessiner l'incision qu'on va faire. Donc le kyste, on va l'enlever complètement avec la peau qui va avec. Et on va faire ce qu'on appelle un petit lambeau de rotation. C'est-à-dire on va prendre un petit peu de peau qui va venir couvrir la zone où on a enlevé le kyste. Hôpital privé d'Antony. Ça s'appelle un lambeau, je ne sais pas si je t'avais dit, Simon, de Weston. Simon, étudiant en 3e année. Du monsieur qui a décrit ça. Aurore Debé, chirurgienne de la main. J'ai eu la chance, via l'URPS, de tomber sur le docteur Debé la première fois, et j'ai surtout eu la chance de pouvoir revenir régulièrement depuis 1 an. Et puis tu fais ça avec d'autres chirurgiens aussi. Un autre chirurgien qui t'accueille en clinique et que tu vas voir, un urologue. Oui, en libéral aussi. En libéral aussi, d'accord. C'est vrai qu'à la fac, on ne nous montre pas tous les aspects du métier. Donc cette immersion, c'est aussi une manière de voir toutes les facettes du métier. Et vous en avez plusieurs de jeunes comme ça? J'en ai quelques-uns via l'URPS, donc cette union des professionnels de santé qui a mis en place ce système qui s'appelle 2 jours en libéral, qui est super. Donc j'ai plusieurs externes étudiants en médecine qui viennent me voir sur une demi-journée ou une journée, mais ils n'ont pas forcément la volonté de revenir. Et ce que je trouve sympa chez Simon, c'est que tout de suite il m'a dit, est-ce que je peux revenir? Est-ce que vous m'acceptez sur d'autres jours? Moi, ça me pose aucun problème, je trouve que c'est très bien. Et puis en plus, Simon, on peut le former à devenir aide opératoire, ce qui peut lui permettre aussi de continuer, et c'est même on rémunère les aides opératoires, on en cherche, et ça peut être une façon plus tard d'avoir un aide opératoire compétent que j'ai déjà formé, donc c'est super. C'est hors fac, on pourrait placer ça sur du temps libre, la fac ne le sait pas, et c'est vraiment une initiative personnelle. Vous vous destinez à être chirurgien vous-même plus tard? Aujourd'hui, c'est le projet, oui. Et pour la chirurgienne, ça devait vous manquer un peu, non? Ah oui, ça me manquait, ça m'a beaucoup manqué, effectivement. J'aimais l'hôpital public et le contact avec les étudiants, donc je suis très heureuse de pouvoir accueillir des jeunes, de leur montrer ce que c'est que la chirurgie. Et je sais que maintenant, ils sont très nombreux dans les services, ils sont très nombreux au bloc et qu'on leur laisse faire de moins en moins de choses. Donc c'est l'occasion de transmettre. Moi j'aime beaucoup montrer ce que je fais parce que j'adore ce que je fais, j'adore la chirurgie et j'ai apprécié cet apprentissage. Et à l'époque, moi j'ai eu un apprentissage où on nous portait beaucoup plus d'attention que maintenant parce qu'ils sont très nombreux dans les services et les praticiens n'ont pas le temps de montrer à chaque étudiant comment tenir un porte-aiguille, comment faire une suture. Et je trouve que ça c'est quand même fondamental quand on veut être chirurgien. Alors quand ils sont internes et qu'ils ont choisi leur spécialité, ils sont un peu plus formés, mais quand
quand ils sont étudiants en médecine, j'ai le sentiment qu'on les laisse un peu de côté et que les stages, ils sont 6-7 à suivre un praticien dans un service, ils ont du mal à apprendre. La lumière, un peu mieux sur le petit, s'il vous plaît. On est vraiment pour développer les partenariats publics-privés pour former les jeunes médecins. On est médecins avant tout et on trouve que cette guéguerre entre la médecine libérale et la médecine hospitalière, et notamment sur le plan de la formation, est vraiment stérile. C'est-à-dire que les jeunes ont besoin d'être formés et pourquoi pas dans les établissements privés. Donc là, qu'est-ce qu'on voit apparaître sinon ? Blanc là, c'est le tendon extenseur. Tendon qui permet d'étendre le bout du doigt. On n'est pas seulement des médecins libéraux comme on peut nous voir avides d'argent, on fait cette médecine de ville parce que voilà, c'est mieux rémunéré qu'à l'hôpital. On est médecin, on soigne des patients et on est tout à fait apte et on est très content de former des jeunes. Et d'ailleurs, on accueille ici des internes d'anesthésie qui sont internes et qui décident de venir faire un stage de 6 mois dans la clinique. Il faudrait qu'on ait un peu plus de reconnaissance dans nos établissements privés parce qu'on nous voit parfois, on nous montre un peu du doigt alors que on a été formés par nos pairs et par le compagnonnage comme ces jeunes médecins. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait une telle opposition entre les deux systèmes. En tout cas, sur le plan de la formation, il faudrait que ça se développe davantage. Donc radio du genou, très bien, parfait. Alors là, tu m'as pas mis son testing. CHI, région parisienne, Frédéric Boisin-Doutaz, urgentiste. Donc on a dit flexion possible, extension complète impossible avec un faisceau de 20 degrés, pas de laxité ni du ligament latéral interne, ni du ligament latéral externe, ni du décroisé, et douleur du plateau tibial interne. Quand certains services ont 25 externes versus nous 5, c'est sûr qu'on n'est pas dans la même thématique d'encadrement et de formation. Les répartitions des internes entre les hôpitaux de la PHP et les hôpitaux de périphérie sont complètement inégales, puisque c'est les hôpitaux universitaires qui décident du nombre d'attributions des postes, et donc il y a un gros déséquilibre en offre de stage entre le nombre de postes qu'on a d'externes comme d'internes par rapport à la PHP Paris Intramuros. Et ça, c'est justifié par quoi ? Est-ce que ici c'est moins formateur pour des étudiants ? C'est ça le critère. C'est que la PHP étant un hôpital hospitalo-universitaire, avec certes sans doute plus de chefs de clinique, donc plus de gens disponibles, ils considèrent que, je pense, certains hôpitaux périphériques ne sont pas assez formateurs. Et ça te semble juste ? Moi, ça me semble injuste parce qu'on a toujours des bons retours des stagiaires qui disent que justement, à la PHP, souvent, ils sont en surnombre, ils se marchent un petit peu dessus et on ne leur donne pas de responsabilité, alors que nous, on leur en donne et on est auprès d'eux de façon plus, peut-être moins dans le thème des cours théoriques et des staffs, etc. Mais sur le terrain, on les encadre beaucoup. CHU Timone Marseille, service d'oncologie digestive, professeur Laetitia Dahan. En tant que professeur, alors, vous faites quoi ? Vous donnez cours Alors, en tant que professeur, oui, je fais donc des cours à la fac sur un certain nombre d'items qui sont précisément de ma sous-spécialité et puis aussi de ma spécialité de gastro-entérologue, puisque moi, je donne des cours de cancéro à la fac et de gastro-entérologie, puisque j'ai les 2 casquettes. Je donne des cours dans le service, puisque dans le service, on donne des cours aux étudiants, aux externes et aux internes. C'est séparé, on ne leur apprend pas la même chose, On n'apprend pas la même chose à un externe qui doit connaître la médecine de base et à un interne qui se spécialise en gastro où il doit être un peu plus pointu. Et puis on fait des cours de DES, donc qui sont les cours aux internes en général de la région et de l'interrégion. Donc moi, à titre personnel, je suis coordonnateur du DES de gastro, donc j'organise ces cours régionaux et interrégionaux qui sont semestriels. Voilà, en termes d'enseignement théorique. Et puis après, je coordonne aussi un DU d'oncologie digestive, donc c'est pour les gastros qui veulent se spécialiser en oncologie digestive. Avec Montpellier et Nice, on organise ce DU tous les ans pour des gastro-entérologues ou des chirurgiens ou des qui veulent apprendre spécifiquement l'oncologie digestive. Je pense que les tâches universitaires des hospitalo-universitaires, c'est-à-dire des gens qui sont professeurs, maîtres de conférences, et des plus jeunes qui sont chefs de clinique ou assistants hospitalo-universitaires, ces tâches sont menacées par la pression du soin
qui devient très importante puisque le nombre de personnes pour le faire diminue, qu'on peine à recruter. On peine à recruter dans le personnel paramédical, mais aussi médical. Il faut rappeler qu'un professeur, comme son nom l'indique, il est là pour enseigner, il est là pour chercher, et puis dans sa fonction hospitalière, il est là pour soigner. Et puis qu'il a presque toujours une 4e mission, qui est une mission de gestion et d'administration. Ça fait beaucoup pour une seule femme ou pour un seul homme. Donc, moi, ce que je n'ai de cesse de répéter, c'est que les hospitalo-universitaires, et pas seulement eux d'ailleurs, parce que les médecins hospitaliers qui n'ont pas officiellement de responsabilité universitaire adorent aussi enseigner les étudiants. Donc il faut absolument arriver à préserver ce temps d'enseignement des étudiants et aussi, je le dis, même si ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, de recherche, parce qu'il faut faire avancer les connaissances, il faut faire avancer la médecine, il faut faire en sorte que les malades de demain soient mieux soignés que ceux d'aujourd'hui. Ça, c'est la partie recherche de notre activité. Il faut que ces deux missions, enseignement et recherche, soient préservées. Alors ça peut paraître un peu incantatoire, parce qu'effectivement, on peut dire en pleine crise Covid, c'est très compliqué, il n'y a pas que le Covid sera un jour derrière nous, mais toute cette difficulté qu'on sent aujourd'hui, toute cette pression qu'on sent dans le système hospitalier, elle vient mordre sur nos responsabilités d'enseignants et de chercheurs. Hôpital privé d'Antony, Aurore Debé, chirurgienne de la main. Vous n'entraînez pas à suturer sur du porc et tout ça? J'ai entendu ça, moi, qu'à la fac de médecine, on suture... Alors à la fac de médecine, on peut faire sur des pieds de porc, mais à la fac de médecine, ça se fait sur des peaux synthétiques, en fait. Ou en plastique. En plastique, voilà. C'est pas pareil. Ça doit être difficile après de passer... Je sais pas si on peut vraiment avoir c'est quand même assez fidèle, la sensation... Oh, c'est pas mal quand même, c'est un bon exercice. Et puis on peut travailler aussi sur des sujets d'anatomie, ce qu'on appelle les gens qui ont donné leur corps à la médecine. Et donc là, on peut apprendre à faire des sutures aussi sur cette peau. Alors c'est pas exactement la même chose, mais ça s'apparente quand même beaucoup. Quand je veux préparer une intervention un peu complexe dont j'ai pas l'habitude, je vais au laboratoire d'anatomie pour m'entraîner, et puis ensuite je fais l'intervention. C'est des choses qu'on fait encore, heureusement qu'on continue à s'entraîner. Du coup, j'avais une question. Hier, j'ai reçu une bobine de fil pour suturer, pour m'entraîner chez moi. Sauf qu'il n'y a pas l'aiguille au bout du fil. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une bobine de fil. De fait, il n'y a pas d'aiguille, c'est normal. Ouais. C'est ce qu'on utilise pour faire des ligatures. C'est-à-dire que tu as une pince qui pince un vaisseau. J'ai toujours défendu le service public. La crise de l'hôpital me rend douloureuse. Quand je vois l'épuisement de Frédéric, l'ampleur de la charge de Laetitia, la fluidité des échanges entre Simon et Aurore, le temps qu'elle consacre à lui transmettre, et sans vouloir opposer les uns aux autres, je ne peux m'empêcher de me poser la question. En fait, ne s'agirait-il pas d'une volonté politique de tellement saccager le service public que l'enseignement en contrepartie dans le privé serait pour beaucoup la panacée? Alors en fait, moi j'avais chez moi des poignées de porte comme ça, qui étaient recouverts de fils de blocs où je m'entraînais à faire des nœuds le plus vite possible. D'accord. Il y a une technique parisienne où on fait des doubles clés qu'on descend, et il y a aussi la technique lilloise. Et il y avait une guéguerre entre Lille et Paris. Ils se tiraient un peu la bourre sur qui avait la meilleure technique de nœud par rapport entre pouce index et demi-clé. Mais je vais te montrer, c'est une technique. Mais c'est possible. En France, il y avait une école de chirurgie qui était une école de l'élégance. C'est-à-dire, moi j'ai le souvenir d'un patron qui m'avait dit, quand on opère un patient, on doit avoir les gants au début et à la fin de l'intervention de couleur beurre frais. Le beurre qu'on a au petit déjeuner. Donc c'est la couleur des gants qui est un petit peu ce blanc cassé. Et si on opère avec des gants beurre frais et qui restent non souillés pendant toute l'intervention, ça c'était vraiment un signe de grande élégance dans le geste chirurgical. Donc c'est vrai qu'une table d'intervention bien rangée, un champ opératoire propre où il n'y a pas effectivement de souillure, c'est le signe d'une maîtrise de la technique chirurgicale. Donc en fait le style qu'on veut tous avoir, c'est le style de l'élégance et de la propreté, mais on peut être plus ou moins rapide dans sa façon d'opérer. Si tu tires vraiment dans l'axe, parce que j'avais un patron de chirurgie qui était obsessionnel de ça. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de couper le jersey avec des ciseaux parce qu'il trouvait que ça faisait trop de peluche. Donc il fallait le défaire avec la couture. Et si on faisait pas ça, on se faisait engueuler. Donc depuis, je suis restée un peu comme ça. Voilà. Ça reste, hein? Ça reste. C'est les enfants battus, c'est bien comment je le disais. Et vous n'avez pas l'air d'avoir été trop battu, mais... C'était un apprentissage plutôt difficile parfois, mais bon, voilà. Attention, tu vois, par exemple, ta tête,
Ibi Lola, est-ce que vous pensez que c'est une pédagogie par la douleur? Les autres en ont bavé, donc vous allez en baver. Est-ce qu'il y a ce genre de pensée-là? Oui, il y a eu des comportements dans ce sens qui, moi, m'ont un peu gâché mes études. Il y avait une espèce de pression, d'élitisme un peu forcé, mais en tant étudiante à la Pisse-Salpêtrière, c'est normal de savoir ça, c'est des choses que vous devez savoir, parce que, etc. Et les études de médecine, des études qui sont compliquées, vous avez des repos de garde, de mon temps, il n'y en avait même pas, donc vous devriez être content, et du coup, accepter tous les autres impératifs illégaux, parce qu'il y a un encadrement en termes de nombre d'heures de travail notamment. Et oui, il y a de la part des seniors, il peut y avoir ces discours-là de « on avait connu ça comme ça, on a vécu ça comme ça, donc vous aussi ». Et c'est une pression qui a plusieurs échelles. Donc comme je disais, au niveau déjà de l'apprentissage théorique, il y a des fois où je ne savais pas des choses en stage. Et on me disait « t'es en 5e année à la Pisse-Salpêtrière et tu ne sais pas telle chose ». Et en fait, ça m'a confortée dans mon rôle de oui, en fait, non, je suis nulle et je ne sais rien. Et en fait, très tôt, dès ma 4e année, comme j'avais beaucoup d'activités en dehors de mes études, il y a eu cette espèce de syndrome de l'imposteur, de moi qui me dit non, en fait, je travaille avec les autres, donc forcément, je suis moins bonne que les autres. En stage, parfois j'allais en stage la boule au ventre le matin des visites. Donc les visites, c'est quand on fait le point sur tous les patients du service avec les chefs, avec le ou la chef de service quand ils sont disponibles, les autres étudiants. Et on doit présenter son patient, sa patiente, expliquer, Et c'est les moments où il y a des questions qui sont propices à l'apprentissage. Et c'est des moments très enrichissants, mais qui peuvent aussi mettre énormément la pression. Et moi, je sais que il y a des matinées de visite où je savais qu'on allait me poser telle question, je ne saurais pas répondre. Il y a des fois où vraiment j'ai eu des remarques très, très vexantes, très blessantes et qui me donnaient pas envie d'aller en stage et qui me donnaient même plus envie d'apprendre, qui me donnaient envie d'apprendre plus pour donner une bonne impression que pour vraiment prendre en charge mes patients correctement. Et c'est quand j'ai fini par comprendre assez tard, malheureusement, qu'en fait c'était pour mes patients que j'apprenais des choses et pas pour les membres de l'équipe de soins à qui je dois prouver quelque chose, que finalement je me sentis beaucoup mieux dans mes études. On me dirait si vous aurez besoin d'un arrêt de travail après, vous allez avoir un pansement sur le doigt. Là, il faut que tu changes de gant par contre. Lorsqu'on se retrouve jeté dans un bloc opératoire avec, on va être humilié parce qu'on a mal mis sa blouse, on a mal mis ses gants, c'est la tradition d'humilier l'externe là-dessus. On va nous donner une basse tâche à faire au bloc et on va entendre des commentaires sur les personnes qui sont endormies. Pauline, qui peuvent être choquants. Jeune médecin généraliste. Je me souviens c'était de la chirurgie mammaire, d'avoir le chirurgien qui faisait des blagues avec les prothèses qu'on mettait, qui faisait des commentaires sur la forme et la taille des seins de la femme, sur la cellulite de l'interne. C'est une ambiance généralement quand même assez sexiste, où c'est de bon ton d'avoir des blagues très, très machistes, très lourdes. Et encore une fois, si on veut faire partie du clan, c'est bien de rigoler, d'en rajouter une ou deux, et c'est vraiment mal vu de ramener sa fraise en disant que c'est sexiste. Donc c'est clairement, je pense, quelque chose qui freine aussi les femmes à évoluer dans ce milieu, parce qu'il faut quand même s'accrocher pour se prendre ça toute la journée, même si beaucoup diront que non, c'est pas grave, justement pour montrer qu'on fait partie du groupe. Mais c'est des rites qui sont inutiles, qui ne servent clairement pas à apprendre à faire de la chirurgie, mais qui vont repousser, encore une fois, certaines personnes parce qu'ils auront une sensibilité, une façon de voir les choses de ces métiers-là. Parce que ce que vous évoquez, c'est des propos très crus, très vulgaires, très sexistes. C'est vraiment le truc classique. On se retrouve à tenir l'écarteur. Donc ça, c'est le rôle de l'externe. Il tient son écarteur pendant que les chirurgiennes font leur travail. Et oui, une fois, j'étais avec un chirurgien qui m'a fait la remarque classique. Tu sais bien l'écarter. Avec d'autres blagues lourdes. Tout le monde qui rigole, il faut rigoler. Et vous rigoliez ?
Non, je pense pas que j'ai rigolé. Je pense que j'ai rien répondu non plus parce qu'à ce moment-là, on ne trouve pas la réplique. Mais non, je me suis pas particulièrement défendue non plus. Et après, on nous dit mais il faudrait que les étudiantes en médecine portent plainte, fassent remonter, mais c'est pas du tout évident en fait. Lorsque chaque stage on doit avoir une validation de stage par la personne qui vous fait ce genre de remarques. On est un petit peu quand même en danger de ne pas être validé. On a un petit peu toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui fait que c'est pas aussi simple. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui ne comprendront pas ce que c'est qu'un comportement normal, bienveillant. Mais vraiment, je pense pouvoir dire que ceux-là sont peu nombreux. Je ne parlerai pas de corporatisme. En plus, ses collègues se sentent très vite désavoués par l'UFR. Les étudiants hésitent beaucoup par peur des représailles à témoigner, en tout cas à visage découvert. Alors il y a plusieurs possibilités. On a des commissions sur le harcèlement et sur la vie étudiante auprès desquelles les étudiants peuvent témoigner à des enseignants qui ensuite viennent vers moi et c'est moi qui interviens directement auprès des collègues pour leur dire que je ne comprends pas leur comportement, que tel et tel élément est inadapté et qu'on ne peut pas se comporter comme ça, que c'est absolument pas acceptable. En général, je dirais que les collègues le comprennent et modifient leur comportement. Dans de rares cas, il peut arriver qu'ils ne le comprennent pas et que la situation se répète. Et nous attachons beaucoup d'importance au fait que, dans un service donné, et de façon répétée, heureusement c'est pas fréquent, les étudiants vont nous signaler comme ça de façon itérative des comportements inadaptés. Là, à ce moment-là, il y a des sanctions qui tombent et qui peuvent être assez lourdes et qui sont assez concrètes. D'abord, la première sanction, c'est qu'il nous arrive, rarement, heureusement, parce que les situations sont rares, tout simplement de retirer les étudiants de ces services-là. Si les chefs de service ne sont pas capables d'avoir un comportement bienveillant, on ne peut pas mettre d'étudiants. Et si les encadrants n'encadrent pas, il n'y a pas besoin d'encadrants, donc on les supprime. Donc on a quand même des arguments, mais honnêtement c'est très rare. On dit que les enfants battus font des parents battus. Peut-être aussi que des étudiants en médecine qui ont été maltraités font des enseignants maltraitants. Parce que c'est vrai qu'on prêtait moins attention à ça quand nous-mêmes nous étions étudiants. Et que peut-être, quelquefois de toute bonne foi, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des choses qu'on a pu leur dire à eux quand ils étaient étudiants, mais qu'on ne peut plus dire aujourd'hui à un étudiant, c'est inacceptable. Donc je pense que c'est en général assez facile de faire comprendre ça. Donc je veux ni minimiser, ni non plus dire que c'est un problème quotidien, non. Je pense que quand même, globalement, les enseignants sont quand même très bienveillants vis-à-vis des étudiants. On dénonce beaucoup plus de choses aussi. Je vais pas nommer exactement de qui il s'agit, mais bon, de toute façon, c'est dans les médias. Et il y a eu un de nos chefs de service de Tenon qui a été dénoncé par des étudiants et des étudiantes pour ses comportements répréhensibles vis-à-vis des patientes ou des étudiants et étudiantes. Le fait qu'un chef de service parisien soit acculé suite à des dénonciations d'étudiants, c'est quelque chose de relativement nouveau. Il a été démis de ses fonctions, c'est quand même pas rien. Et oui, la parole se libère de plus en plus. C'est pas magique non plus. Il y a des choses qu'on dénonce quand même depuis plusieurs années, parce que certaines chefs qui changent pas. Des chefs qui ont des comportements, une fois de plus, pas du tout adaptés, qui relèvent du harcèlement vis-à-vis des étudiantes, pour lesquelles on dit qu'ils doivent plus avoir d'étudiants ou d'étudiantes. D'étudiantes, ces personnes-là continuent d'exercer, continuent d'avoir des comportement dégradant avec d'autres personnes. On dit juste pas d'étudiante avec ce chef-là, au lieu de dire pas ce chef-là tout court. Et en fait, le fait de pas montrer que ces comportements-là amènent des sanctions, ça fait que les personnes n'ont pas peur de ça et continuent. Et ça banalise. Exactement. Donc c'est déjà un peu moins le cas d'avant, parce que oui, une chose qui a précisé, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes dans l'étude de médecine. On est une majorité d'étudiantes dans ma fac, et pas que dans ma fac. On est pratiquement à 2/3 de filles, de femmes. Et ça, on est beaucoup que ça rassure en fait. Tout ce qui est un peu de l'ordre de patriarcal dans nos études, le chef de service bidonnant qui dit que c'est ça et pas ce truc. Même dans la relation de soins en fait. Ce rapport très paternaliste que certains praticiens ou praticiennes pouvaient avoir avant, il est amené à disparaître. On a eu beaucoup de cours par rapport à tout ça.
Merci beaucoup à Frédéric Broisin-Doutaz, urgentiste, Laetitia Dahan, professeure d'oncologie digestive, Aurore Debé, chirurgienne de la main, professeur Philippe Rusniewski, doyen de l'UFR de médecine Université de Paris, Simon, étudiant en 3e année, Anna, médecin senior, Pauline et Ibi Lola, jeunes médecins généralistes et internes en médecine, qui ont préféré garder l'anonymat et dont les prénoms sont des prénoms de substitution, et remerciements aux soignants, aux patients de l'hôpital périphérique, universitaire ou privé. Ça reste un petit peu misogyne quand même. Il n'y a encore pas beaucoup de chefs de service femmes. Oui, mais il y a quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes aujourd'hui qui arrivent dans la profession. C'est ça qui est curieux. Il y a beaucoup plus de femmes en 2e année de médecine, il y a beaucoup plus d'hommes qui sont chefs de service. Donc il y a probablement une petite sélection qui se fait entre le début des études et la fin de la carrière. Voilà, après c'est sûr que le parcours hospitalo-universitaire, sa complexité, je pense, peut être un frein, en particulier pour une femme, parce que à la fois pour une femme que ça peut effrayer, et je pense aussi qu'il y a certains patrons qui se disent promouvoir une femme, c'est affronter, je pense encore dans la conscience collective, affronter quelqu'un qui va partir chercher ses enfants à l'école, qui va avoir des congés maternité, qui va s'arrêter quand l'enfant sera malade, parce que c'est quand même l'idée, c'est que les femmes font ça, quoi. Voilà. Alors c'est peut-être biaisé, mais je pense qu'il y a des hommes aussi qui vont chercher leurs enfants à l'école, enfin j'espère. Il y a encore des vieux patrons qui n'apprécient pas que la profession se féminise. Il y en a qui disent « c'est un problème, la profession se féminise ». Bon, chacun l'interprète comme il veut. Prise de son à Marseille, Geoffrey Marianne. Mixage, Julien Douminc. Documentation, Anne-Lise Signoret. Attachée de production, Maryvonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. La fabrique des médecins, apprendre de soi et de ses pairs sur le terrain. Un documentaire de Juliette Boutillier, réalisé par Marie-Laure Ciboulet. Mécanique du vivant, une collection de podcasts France Culture. Il y a 40 000 ans, les derniers hommes de Néandertal disparaissent. 2 espèces de mammifères survivent grâce au collectif. Les premiers sont les hommes, les autres sont les loups. Ils sont voisins, souvent rivaux et parfois ennemis. Mécanique du vivant, saison 1, Le Loup. Une collection de podcasts de Marc Mortelmans, réalisée par Charlotte Roux, avec le Zoo Parc de Beauval et l'association Beauval Nature.